Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette session de conférence inaugurale du colloque Faire vivre les monuments. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'écouter donc l'intervention tout d'abord de Madame Sylvie Sagne, qui est donc rattachée au laboratoire Héritage, qui est une chercheuse au CNRS, Centre national de recherche scientifique, qui va nous parler du regard du guide, dans le regard du guide, les visiteurs du monument. Et ensuite, nous aborderons un complément avec des collègues venus de Carcassonne que je présenterai ensuite. Donc je vais vous laisser la parole et on aura un temps d'échange entre chaque intervention. Donc on fera circuler le micro. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. Et bonjour à tous. Alors, je commencerai par dire que la commande qui m'a été passée, vous parler des visiteurs à partir des enquêtes ethnographiques que j'ai conduites ces dernières années dans les monuments, revient pour moi à prendre à rebrousse-poil, si j'ose dire, les analyses conduites jusqu'ici, puisqu'en effet, dans la triade formée par le monument, le guide et les visiteurs, mon attention s'est jusqu'ici plutôt focalisée sur le monument, puis sur le guide. Alors, cette orientation du regard n'a rien de très surprenant dès lors que l'on considère d'où je parle, en l'occurrence d'une discipline, l'ethnologie, certes très ouverte en matière d'objets, on peut même dire que tout fait ventre pour nous, mais une discipline un peu gênée aux entournures en ce qui regarde la méthodologie. Ce dont d'aucuns conviendront, notamment ceux qui considèrent que nous n'en avons pas, ou que celles que nous adoptons n'ont rien de très scientifique. Se laisser flotter, comme le recommande Colette Pétonnet, peut en effet prêter à sourire. Peut en outre être contesté notre propension à privilégier la singularité des informateurs et des situations. Or, aborder la visite du monument, ou même du musée de l'exposition, en ancrant l'enquête du côté des visiteurs, constitue pour l'ethnologue un vrai défi méthodologique, car rien n'est plus étranger à ses habitudes que de se confronter à la question des flux, des foules qui ne font que passer. L'ethnologue a plutôt l'habitude de fonder ses investigations sur des relations patiemment construites, nouées dans l'écoute attentive, sur l'observation répétée et le tout adossé à la production d'une confiance réciproque. Si donc l'ethnologue peut avoir du terrain une conception plastique, en ce sens que le terrain n'est pas forcément synonyme d'un lieu spécifiquement délimité, et qu'il peut très bien correspondre à une communauté de pratiques, eh bien le terrain de cette pratique qu'est la visite patrimoniale ou culturelle, envisagée sous l'angle du visiteur, nous déroute par son caractère éphémère, quasi insaisissable. Alors je signale néanmoins un précédent notable, à savoir l'enquête conduite dans le cadre du chantier scientifique Notre-Dame de Paris. Pour le coup, il s'est agi de se faire violence, ce qui a abouti à un questionnaire hors norme, qui s'intitule « Venir à Notre-Dame, expérience et perception », dont les résultats sont en partie présentés dans le numéro 5 d'In situ, au regard des sciences sociales, une revue en ligne. Et ce numéro 5 est consacré aux visiteurs du patrimoine, et ce numéro est paru pas plus tard que la semaine dernière. Pour en revenir à la situation de visite, une fois ces préalables posés, vous comprendrez aussi pourquoi sa saisie m'a été plus naturelle côté guide plutôt que côté visiteur. Et dans le même mouvement, vous comprendrez également pourquoi les enquêtes que je vais tenter de relire sous l'angle qui m'a été proposé concernent des guides attachés à un site et seulement à un site. Et ce, même si je sais bien que cette configuration est loin d'être unique, pour ne pas dire qu'elle est loin d'être la norme, étant entendu que la polyvalence, à défaut d'omniscience, à savoir la capacité à guider partout, est gage de professionnalisme. Ne pas être attaché à un monument comme une chèvre à son piquet, à l'instar du guide amateur, implique en effet, sinon un savoir illimité, sans limite, une capacité à toujours l'augmenter, permettant ici et là de toujours mieux contextualiser le patrimoine à commenter et partant de remplir toujours plus efficacement la fonction de l'interprétation. Ma première incursion sur le terrain de la visite du monument a eu pour cadre une église romane, en l'occurrence la rotonde heptagonale de Rieux-Minervois dans l'Aude, qu'étudiante, j'ai moi-même d'ailleurs fait visiter pour gagner 4 sous. C'est dans le prolongement de la recherche conduite en thèse que je l'ai abordée en ethnologue, attachée à comprendre ce que l'on entend par racine et enracinement
je sondais alors, outre les représentations attachées aux mémoires généalogiques ou familiales, celles inhérentes à l'histoire locale, à la manière dont les unes et les autres, mémoire généalogique ou familiale et histoire locale, s'articulent. Et fatalement, l'Église, qui prend pied à la croisée des destinées individuelles et communautaires, s'est trouvée dans mon viseur, et avec elle, l'une de ses guides, Colette, objet d'éloge dans les pages du livre d'or de l'Office de tourisme, jusqu'à se voir élevée au rang de monument. C'est cette analogie qui ne laissait de m'intriguer que j'ai tenté d'élucider. Les 2 autres terrains du guidage ont été conduits en parallèle en 2012, en réponse à l'appel à projet du DPRPS pour une ethnologie des métiers du patrimoine. J'ai enquêté d'une part au château et rempart de la cité de Carcassonne auprès des CAC, des chargés d'action culturelle, et des agents d'accueil et de surveillance, et d'autre part à Notre-Dame de Paris auprès des guides CASA, CASA ça veut dire communauté d'accueil, sur les sites artistiques. L'intention était alors d'envisager le devenir de ce métier ou de cette fonction, puisque ni les gardiens de la cité, ni les guides CASA bénévoles ne sont titulaires d'une carte de conférencier ou d'un agrément. L'intention était donc d'envisager le devenir de ce métier à l'heure où cette manière de médiation, qui s'avère la plus anciennement ancrée dans l'histoire des monuments, se voit diversement menacée, et par la floraison d'occurrences nouvelles, toutes plus innovantes les unes que les autres, et par le triomphe de l'expérientiel qui relègue le récit, et donc la parole du guide, au rang de ringardisme. Alors j'exagère bien sûr à dessein. Dans les 3 cas, l'enquête s'est nourrie des entretiens réalisés avec les guides, de l'observation des visites guidées et éventuellement de la lecture du livre d'or. Cela étant posé, que nous disent les guides de leurs visiteurs? Quelle place occupent-ils dans la conception de leur discours et dans le cours de la visite? Quel rôle leur assignent-ils au fil de la déambulation? Quelle attention, quel prix accordent-ils à leurs réactions, questions, retours? In fine, que peuvent-ils refléter de ces usagers du patrimoine qui, contrairement à eux, ne font que passer? Mais avant tout, demandons-nous comment recevoir les observations, les ressentis, voire les réflexions des guides à propos de leur public. Eh bien, il me semble que dans tous les cas, il faut les recevoir comme autant de discours situés dans le temps, dans l'espace, subjectifs, sans prétention d'objectivité, à prendre pour ce qu'ils sont, pour nous donner à comprendre la visite et les visiteurs autrement qu'à travers les chiffres et les statistiques. Car d'une certaine manière, le guide se voit confronté à la même difficulté que l'ethnologue, c'est-à-dire à des interlocuteurs fugaces qui ne font que passer. Il peut tout au plus avoir une vague idée dès lors qu'il s'agit de groupes annoncés, des groupes qui, sinon, se présentent à lui sans autre dénominateur commun que d'avoir choisi le même horaire de visite. On pourra opposer à ce constat que toute bonne médiation qui se respecte suppose pourtant une bonne connaissance des publics. La médiation, se voulant par définition acte de partage, c'est-à-dire démarche vers de l'autre, implique les récepteurs dans l'échange et la production finale de signification. Elle ne se contente pas d'instruire, de transmettre des savoirs, mais s'efforce de trouver pour chacun ce qui fait sens et de le laisser jouir de sa liberté d'interprétation. Elle exige, de fait, comme le rappellent les codes, chartes, guides élaborés au sein des institutions patrimoniales, une bonne connaissance du public, ses capacités cognitives, sensorimotrices, sociales, affectives, ses besoins, ses demandes, ses attentes formulées ou pas, ses motivations, ses représentations. Et plus que du public, le médiateur doit se préoccuper des individus qui composent ce public. Certes, mais cette connaissance diversifiée est un défi en soi. Quelle peut-elle être en effet dès lors qu'elle doit être démultipliée en autant d'individus, forcément différents, qui composent un public? Ainsi, comme le souligne Paul Rass, le fossé est grand entre le ciel évanescent des idées et le monde concret des praticiens. Les conditions qui président à la visite ne favorisent donc pas la perception pleine et entière que les guides sont supposés avoir des publics du monument et a fortiori des individualités qui le composent. Sans parler du fait qu'ils n'ont affaire qu'à une partie d'entre eux, compte tenu des autres possibilités offertes aux usagers,
soit de recourir à d'autres médiations, soit d'effectuer la visite en autonomie. Quoi qu'il en soit de cette vision forcément partielle et partiale, que peuvent nous dire les guides des visiteurs? Que pouvons-nous en déduire de la vie du monument? Et pour ce faire, et pour faciliter l'exposition de votre réception des données, je m'appuierai sur celles recueillies auprès de mes informateurs carcassonnais, et non, comme je l'ai annoncé dans le résumé fourni sans doute un peu trop vite, sur les 3 enquêtes évoquées en commençant. Le terrain carcassonnais présente cet avantage de mettre en évidence 2 pratiques de guidage, celle des agents d'accueil, assumée sur la base du volontariat, donc assez proche de celle des amateurs, et celle des CAC, c'est-à-dire des chargés d'action culturelle, arrangée quant à elle du côté des pratiques professionnelles. Alors on y va. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, assure Véronique, c'est le contact. Et elle n'est pas la seule. Tous les guides rencontrés affichent, certes dans des proportions variables, ce goût du contact qui suggère cette dimension intrinsèque du guidage, à savoir la rencontre avec le public. Celle-ci m'est décrite dans les registres du plaisir, du bonheur, voire de l'amour. J'aime les gens, en fait, réalise la même Véronique à mon micro, tout comme Cathy qui proclame « Moi j'adore les gens, c'est mon truc ». Quand Sébastien, lui, avoue pour sa part « Très vite, je tombe amoureux de mes groupes. Je tombe amoureux de mes groupes et je n'en ai pas trop le droit. » C'est dur, hein, c'est très, très, très dur, ça. Après, quand la visite se termine, rien n'empêche d'aller prendre un pot ou de discuter, sans problème. Toutes ces considérations décrivent quelque chose d'un coup de foudre et met à distance la notion de clientèle qui se superpose à celle de public dans le cadre professionnel du Centre des Monuments Nationaux, de même qu'elle nous éloigne de la notion de produit qui définit la visite. Et c'est bien cette sortie de route que sous-entend Sébastien quand il précise qu'il n'est pas vraiment autorisé à tomber amoureux de ces groupes et qu'il serait plus simple pour lui de s'en garder. Donnant à voir les guides, donnant à voir les guides autrement que comme les bras armés des politiques culturelles développementalistes, cet embardé qui fait passer de la vénalité de l'ordre économique à l'idéal de l'ordre sentimental me semble à entendre comme une manière de réenchantement de la relation guide-visiteur. Cette resémantisation emprunte par ailleurs à la diversité des publics pour donner du relief au métier en distinguant le guide d'une machine à parler. On le dit et on le répète à mon micro, à l'instar de Régine, les visites ne sont jamais les mêmes. On ne peut pas. C'est suivant qui on va avoir en face. À ces variations en synchronie, rappelées à l'envi par mes informateurs, s'ajoutent les variations en diachronie que pointe Cathy pour mieux souligner le défi au quotidien que représente l'exercice du métier. Le public n'a pas les mêmes demandes. Le public évolue. C'est un métier où il faut se remettre en question, évoluer, continuer toujours à chercher, faire de nouvelles propositions. C'est pour ça, on ne répète pas toujours la même chose. Si pour Sébastien, cette variabilité doublée d'imprévisibilité peut être source de stress, Jean-Louis en parle quant à lui plutôt en puisant dans le champ sémantique de l'addiction. Je le cite. Je ne me vois pas savoir un mois à l'avance ce que je vais faire. Je viens le matin, je regarde ce que je vais faire. Si j'ai un groupe en allemand, 5 minutes après, je fais mon groupe en allemand. Si j'ai un groupe d'adultes, je fais mon groupe d'adultes. Si j'ai des enfants, je fais des enfants. Et je me régale, et plus j'en fais, et plus je suis heureux. C'est un peu comme une drogue. À la suite de quoi, et pour illustrer le caractère dopant de cet exercice qu'est le guidage, il me raconte sa journée au lendemain d'un tournage épuisant sur Arte. Je le cite encore. « Quand je suis revenue le lendemain, j'étais cassée de partout. Première visite, j'ai traîné la jambe. Seconde visite, j'étais en pleine forme. Troisième visite, j'aurais pu en faire une 4e. J'étais en pleine forme. Je suis rentrée chez moi, je pétais le feu. Ça m'a fait du bien. C'est comme les gens qui courent. Ils développent des endorphines ou je ne sais pas quoi, donc ils sont un peu grisés par ce qu'ils font. C'est comme les acteurs et finalement on est ici un peu en représentation aussi. On a un public et on est des acteurs, on écrit la pièce. »
Face à un public pluriel et changeant, le guide se décrit en miroir, capable de relever tous les défis, ceux de l'improvisation, de la réactivité, de la remise en question, de la créativité. Cette stimulation qu'impulse le public participe de la passion qui anime le guide, une fois embrassé sa fonction ou son métier. Le terme est lui aussi répété à l'envi. C'est avant tout une passion, j'estime, me dit-on, parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Et c'est d'autant plus une passion que ce terme consonne avec la tournure tragique que font peser les différentes menaces qui pèsent sur l'exercice du guidage. Aussi bien la probable suppression de la mission de sa fiche de poste, en ce qui concerne les agents d'accueil et de surveillance, que la lassitude ou la démission du guide lui-même. On me dit « J'espère que cette passion ne s'éteindra pas. » Je ne pense pas. Tant qu'on a, je pense foncièrement que quand on part et qu'on a un peu la trouille de partir en visite, on a toujours cette passion qui nous anime. Je ne sais pas, c'est tout bête. Et le jour où on a perdu ça, ça y est. Je pense qu'on est entré dans une routine. Et là, il faut faire attention. Tout l'enjeu de la visite guidée est de communiquer, de transmettre cette passion, autrement dit de partager, de donner envie aux gens, de les entraîner, ou pour emprunter à Jean-Louis sa métaphore, d'être un pont. En d'autres termes, en l'occurrence ceux de Cathy, l'objectif de toute façon, quand quelqu'un vient visiter un monument, c'est de lui apporter quelque chose. Et quand il en sort, c'est qu'il soit heureux, que ça lui ait plu, qu'il ait envie de visiter d'autres monuments, qu'il ait appris quelque chose. Alors les guides carcassonnais ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, s'agissant de définir ce quelque chose dont parle Cathy. Différentes écoles se font jour parmi les guides. Quand les uns, comme Régine, s'attachent à faire passer un maximum de choses, et avec ce maximum de choses, la passion de l'histoire, ou à l'instar de Sonia, à transmettre un savoir, essayer d'intéresser le public, lui donner envie d'en savoir plus, lui donner les clés de lecture, et puis après, il en fait ce qu'il en veut, mais je l'espère très souvent, d'aller pêcher dans les bouquins ou de s'intéresser davantage, et bien d'autres se fixent pour objectif de livrer l'invisible, derrière la matérialité des traces, un invisible servi par une approche sensible et sentimentale du monument, faisant la part belle à l'expérience, la vie, l'émotion et l'humanité. Soit une perspective quelque peu en retrait, rapportée à celle, plus éducative qu'instructive, que défend Roger, qui me dit « On parle de l'histoire et tout ça, mais au fond, après, je ne trouve pas que c'est le contenu qui compte le plus. » Le vrai guide, il est là pour, en fait, faire s'élever. Enfin, il en est aussi pour qui le défi, c'est, je cite, « que les visiteurs passent un bon moment, qu'ils gardent des bons souvenirs et puis qu'ils en gardent un petit peu quelque chose. » Une ambition à minima que Véronique justifie ainsi, je la cite, « parce qu'on sait que de toute façon, quand ils sortent de la visite, ils se rappellent de pas grand-chose en général. Après, ce qu'ils retiennent, c'est peu, finalement, sur ce qu'on peut leur dire. Une impression globale, agréable. » Alors, qu'en est-il maintenant des moyens que les uns et les autres se donnent pour atteindre le but sensiblement différent qu'ils s'assignent ? Alors, si les modalités varient quelque peu d'un guide à l'autre, tous, néanmoins, s'accordent sur une nécessité, à savoir adapter. Où l'on reparle donc de la diversité des publics qu'il s'agit de sentir. J'essaie de me mettre à la portée des gens à qui je parle, explique toujours Véronique. Si je sens qu'il n'y a pas un intérêt, qu'ils souhaitent juste avoir un aperçu du site et de son histoire, ben voilà, je fais quelque chose d'assez léger. Si je sens que c'est des gens vraiment très passionnés, je vais aller plus dans le détail. La même Véronique use par ailleurs du mime, quand dans ces groupes se trouvent des visiteurs maîtrisant mal le français. De même, pour les visiteurs japonais qu'elle accompagne, elle s'emploie, je cite, à partir sur un angle complètement différent, parce que ce n'est pas du tout les mêmes repères. Le Moyen-Âge, tout ça, pour eux, ça ne signifie rien. Et les Japonais, déjà, quand ils viennent ici, surtout à l'époque, c'était des groupes, ils n'avaient pas le temps. Il fallait qu'ils fassent ça très rapidement. Il fallait résumer ça pour que ça leur parle, que ça leur dise quelque chose. Cathy illustre autrement cet ajustement de la parole du guide en fonction de son public, tandis qu'elle distingue un discours d'été et un discours d'hiver. Elle m'explique, c'est-à-dire que l'hiver et l'été, on n'utilise pas les mêmes mots.
c'est pas le même public. L'hiver, par exemple, de temps en temps, je ponctuais ma visite avec des « que nenni ». Et alors ça, les gens, ils adorent ça, parce qu'ils repartent dans le truc, mais ils comprennent. Mais malheureusement, pendant les visites d'été, tu ne peux pas le faire, parce que nenni, ils ne comprennent pas. Voilà, ça dépend. Toutefois, trouver pour chacun ce qui fait le sens, comme le préconise Elisabeth Caillé, n'est pas gagné d'avance. Je cite Véronique. Bon, des fois, on peut se planter, parce qu'on ne les sent pas toujours. Des fois, quand on a des gens qui sont très fermés pendant la visite, des fois, on peut être mal à l'aise. Vous avez l'impression de les emmerder royalement. Puis, en fait, à la fin, ils vont dire « C'était super, merci beaucoup ». Et puis d'autres qui sont très bavards pendant toute la visite, qui vous posent plein de questions et tout, et puis qui partent sans même vous dire au revoir. Au sein des 2 services du CMN à Carcassonne, accueil, surveillance et service culture, on prévient ces possibles malaises en prenant en compte les préventions ou les affinités des agents et des CAC pour tel ou tel public spécifique. Par exemple, Cathy, qui à l'époque de l'enquête déjà ne guidait plus, mais qui avait auparavant beaucoup guidé, s'était spécialisée dans les visites des scolaires des cycles 2 et 4 et des handicapés mentaux. Cet ajustement ne suppose pas pour autant une adhérence complète aux attentes de tous les publics. Le guide s'autorise ainsi à surprendre, choquer, démystifier. Ainsi, quoique très attentive à rester le plus neutre possible, Anne ne s'interdit pas de suggérer quelque chose d'une acculturation forcée ou d'une colonisation à l'issue de la croisade contre les Albigeois. Je la cite. « Quand je leur dis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au milieu du XIIIe siècle. On est devenus français. » Les gens se marrent et me répondent « Pourquoi vous n'êtes pas français ?» Je leur dis « Si, mais un petit peu occitan aussi. » Voilà. Bon, là, peut-être que j'outrepasse mon devoir de réserve. Mais en même temps, comment faire ? C'est une façon de faire comprendre aux gens certaines choses sans que ce soit polémiste. Moins allusif, Jean-Louis estime pour sa part, je cite, qu'il faut donner satisfaction au public, évidemment, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le public qui va dire et faire ce qui lui plaît. C'est nous qui allons dire au public ce qu'il doit savoir et connaître en visitant ce monument. Si le public vient ici et entend ce qu'il veut entendre, on n'ira pas très loin et ce n'est pas notre métier. Si je tombe sur 30 curés intégristes, eh bien, je leur dirai que les dominicains ont brûlé des gens. Ils ont même brûlé et torturé un franciscain. Je n'y peux rien, c'est l'histoire. Ajuster n'est donc pas simplement contenter, comme le ferait un chatbot dont les réponses reflètent les préjugés ou les tendances de la personne qui pose les questions. Il s'agit aussi de donner accès à des dimensions qui ne sont pas celles auxquelles les visiteurs s'attendent, de s'autoriser une certaine moralisation du propos et de viser une conscientisation politique ou éthique des enjeux du passé raconté. Quoi qu'il en soit de ces nuances, l'adaptation du propos suppose en regard l'implication du public. Et encore une fois, c'est au guide de la favoriser. Les agents et les CAC sont pour le moins prolixes à ce sujet. Moi, me dit-on, ce que je veux, c'est que les gens participent et qu'il y ait un échange entre eux et moi. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit le guide qui est là, qui explique, et que les gens écoutent. Pour répondre à cette exigence, ils usent tous plus ou moins des mêmes ficelles. Comme sa collègue Sonia, Régine, qui était citée à l'instant, n'a de cesse de questionner son auditoire, mais elle mise, plus peut-être que ne le fait sa collègue, sur l'effet comique des réponses obtenues et partant sur la complicité qui s'établit dès lors entre elle et son groupe, mais aussi entre les différents visiteurs étrangers les uns aux autres, donc avant la composition du groupe. Alors, j'avais prévu de vous lire un morceau choisi. Oui, j'ai le temps. Alors, c'est Régine qui fait sa visite. Et elle dit aux visiteurs, « Durant le siège de Toulouse, eh bien, Simon de Montfort a eu la tête à moitié arrachée par le jet d'un boulet, lancé tout simplement par... » Et moi, je vais vous poser la question, par qui a été tué Simon de Montfort devant Toulouse ? Bon, quelqu'un répond, mais de trop loin.
mon enregistreur ne l'a pas enregistré. Donc je ne peux pas vous dire ce qui a été répondu. C'est bien tenté, répond Régine, mais non. Ne cherchez pas midi à 14h, cherchez la logique, vraiment le plus simple. Alors nous sommes au Moyen-Âge, nous sommes devant Toulouse. D'après vous, qui a bien pu tuer Simon de Montfort ? À la limite, pour vous mettre sur la voie, ça aurait pu être moi, voire vous, vous. Alors quelqu'un répond, les femmes. Régine, ah merci madame, eh oui, les femmes. Alors d'après vous, pourquoi ce sont les femmes qui ont tué Montfort devant Toulouse ? Réponse du public, parce qu'elles étaient amoureuses de Trincavel. Réponse de Régine, on en revient toujours, non, non. Autre réponse du public, parce qu'il était moche. Ça, répond Régine, je ne sais pas, je n'ai pas vu de photo. Mais autrement, il ne vous manque pas quelque chose, on parle de femme. Le pendant de la femme, c'est qui ? Quelqu'un répond, la maîtresse. Allez, oh, dit Régine, le pendant de la femme, c'est qui ? Quelqu'un répond, le mari. Régine, mais tout simplement, vous êtes quoi ? Quelqu'un répond, un homme. Régine, ah ben oui, merci, heureusement que vous êtes là pour le dire, parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de le savoir. Vous êtes un homme, jusqu'à preuve du contraire. Alors un homme, j'ai pas parlé d'homme. Alors ces hommes, d'après vous, ils peuvent être où ? Ils peuvent être où ? Quelqu'un répond, prisonniers. Régine, alors pas prisonniers, plutôt en croisade, plutôt en bataille. Elles ne vont pas ouvrir les portes en grand. Elles vont, comme on dit, monter au créneau pour défendre leur rempart. Pierrères, catapultes, elles vont couper les cordes, les boulets vont partir, et il y en a un qui va arriver sur la tête de Montfort. Et là, c'est quick à dégager. C'est rapide ici. Voilà pour le petit morceau de visite. Sébastien, lui, s'y prend autrement pour associer ses auditeurs à sa prestation en transformant certains moments de la visite en jeu de rôle. Je le cite. Je nomme le porteur d'eau, la paysanne, ou je demande qui voudrait jouer ce rôle. Ou à l'inverse, je nomme le roi de France, ou qui veut devenir roi de France. Et donc, il y a des réactions diverses dans le public. Mais dès le départ, en quelques secondes, je sens si ce public sera preneur ou pas. Parfois, il ne l'est pas, et je le force à le devenir, et ça marche très fort. Parfois, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas grave, j'ai tenté, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Et le fait d'avoir un roi, ça aide beaucoup, parce qu'un enfant dissipé, s'il est roi, ça le calme, et puis il est obligé de participer. Passionné, donc, adapté, impliqué, ces trois verbes constituent autant de dénominateurs communs aux deux catégories de guides évoluant à Carcassonne, sous l'égide donc, du CMN, au moment de mon enquête, donc en 2012. Des agents au CAC, les relations avec le public qui en découlent ne sont cependant pas tout à fait analogues. Les différences observables s'expliquent diversement. Elles tiennent en premier lieu aux distinctions entre l'offre des uns et celle des autres. La visite des agents d'accueil et de surveillance d'une durée théorique de 45 minutes est incluse dans le droit d'entrée sans supplément. Celle des CAC d'1h30 est accessible après acquittement d'un supplément. La prestation diffère donc et l'on peut supposer qu'il en va de même des publics, celui des visites-conférences étant supposé être plus curieux, sinon plus averti. Et il en va de même aussi des guides et de leurs qualifications. Alors on va commencer par les agents d'accueil et de surveillance. Leurs fiches de poste, de plus en plus axées sur les tâches d'accueil et de surveillance, ramènent le guidage au rang de tâches optionnelles à effectuer sur la base du volontariat. Cette position marginale se double du défaut de formation initiale qui préside généralement à leur recrutement. Moi, m'explique Régine, avant de faire ce métier, c'était un métier que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais même pas que ça existait. Et parallèlement, Roger raconte que c'est malgré lui qu'il est entré au Centre des Monuments Nationaux et que le guidage, comme tout ce qui est advenu par ailleurs dans sa vie, relève du concours de circonstances. Le hasard, donc, et une parfaite extériorité au monde du patrimoine forment les deux motifs inauguraux des récits de carrière des 6 agents rencontrés. Parce qu'il y a bien sûr une exception, et cette exception, c'est Christian, exception qui confirme la règle. Christian qui me dit « Beaucoup l'ont fait par nécessité. Moi, je l'ai choisi, ce métier. » En l'espèce, il a suivi l'exemple de son père, lui-même gardien-guide. Pour les autres, le recrutement au CMN n'a a priori rien d'évident.
Il peut faire suite à une absence de vocation bien définie ou s'inscrire dans la continuité d'un certain nomadisme professionnel. Revient également dans ces récits de carrière l'absence de préparation à l'heure de partir pour la première fois en visite. Régine se souvient. Au bout de 4 jours, on me dit « Tu pars en visite ?» Je dis « Pardon ?» Ah, j'ai dit « Non, 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 non. Moi, j'ai 44 ans. » J'ai dit « Moi, l'histoire attend. J'ai quitté l'école depuis ma chaîne, c'est bon, hein ?» J'ai dit « Non. » J'ai dit « Moi, c'est marqué contrôle, accueil, surveillance. Ça, je veux bien. » Mais les circonstances, à savoir le décès brutal d'un collègue, l'ont amené à revenir sur sa décision pour prendre en charge, au pied levé, les groupes qui avaient réservé. Et le scénario n'a guère varié depuis 35 ans. Quand il y a un nouveau qui arrive, m'explique Sonia, il suit tous les guides en visite, il monte sa visite, mais tout seul. Il se débrouille, il achète ses bouquins, et voilà, il potasse, il monte sa visite, et puis nous, on le suit derrière pour voir un peu, voilà, s'il ne raconte pas de bêtises. L'entrée en la matière abrupte s'accompagne ainsi d'une formation chemin faisant sur le terrain, sur le temps, comme le dit avec justesse Véronique, ou à l'occasion de stages proposés par le centre, formation que les intéressés souhaiteraient plus nombreuses. Reste que le saut dans le grand bain s'avère on ne peut plus marquant, ce dont témoigne Roger, qui me raconte « Le jour où j'ai fait ma première visite, j'étais tétanisée. Je me souviens qu'il y avait du monde partout, une 50aine de personnes, il me semble, ouais, c'était en septembre. Et quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, j'avais plus de salive. Je pensais que j'allais même m'évanouir. » De fait, fort de ce vertige initial, nos agents n'ont pas de mal à s'identifier à leur public qui, comme eux autrefois, viennent à eux, vierges de savoir ou même d'intérêt pour l'histoire. Régine en a fait son principe d'action. « Je me mets au même niveau, me dit-elle. Je ne veux pas que les gens pensent que le guide est au-dessus et moi je suis en dessous. Pour moi, tout le monde est au même niveau. Je le sais parce que moi je suis partie de rien, je n'étais pas là-dedans, donc je pars de ce principe. » L'importance accordée à l'échange évoqué précédemment est de ce fait d'autant plus mise en avant, et notamment l'intérêt que présentent les remarques et les questions des visiteurs. Je n'ai pas envie d'être la seule à parler, à raconter des trucs, me confie Sonia. Parce que des fois, ce qu'on raconte, pour nous, ça peut nous paraître très clair. Parce que voilà, on connaît le contexte, on est baigné dedans toute l'année. Et les gens, ils arrivent ici, ils ne connaissent pas l'histoire de la région, ni forcément l'histoire de France. Ça peut paraître... On part du 6e avant Jésus-Christ, on finit au 20e. C'est compliqué quand même, c'est très large. Et voilà, j'ai besoin de cette interaction, de cet échange. Pour moi, c'est important. Une visite, ce n'est pas une seule personne qui parle. On déballe, on raconte son savoir. Non. Ce faisant, l'échange n'est pas seulement gage d'adaptation du propos, il est aussi source d'apport pour le guide. Les échanges font que nous, on apprend quelque chose à ces personnes, me dit-on. Mais souvent, ces personnes-là nous apprennent aussi des choses que nous, on ne savait pas forcément, comme le truc des charpentes. Moi, c'est un bûcheron, un jour, dans une visite, qui me l'a dit, pour le châtaignier. Elle veut parler de l'absence de toile d'araignée sur le bois de châtaignier en raison des propriétés répulsives donc, de cette essence. Ce jour-là, donc, quelque chose d'une réciprocité qui conduit Roger à renverser les rôles. Il me dit, c'est le public qui fait les visites, ce n'est pas moi. Et c'est forcément vrai puisque les publics, ils changent à chaque fois, ce qui fait que ce n'est jamais la même visite. Les mots sont les mêmes, l'histoire est la même, mais les personnes ne sont pas les mêmes. Et donc, ça ne peut jamais être la même. Et c'est pour ça que quand on me remercie, c'est moi qui remercie le public, parce que c'est eux qui sont devenus mon guide, parce que c'est eux qui m'ont fait avoir cette visite-là. Pareille posture d'humilité, doublée d'un sens aigu de l'égale dignité du public, se vérifie peut-être un peu moins du côté des CAC, qui présentent quant à eux un profil assez différent, puisque titulaires d'un agrément délivré par le centre et issus pour la plupart de formations universitaires en histoire ou en tourisme. Le discours concernant le public s'avère plus nuancé, plus critique, nettement moins irénique aussi. Anne ne fait pas mystère de l'agacement que suscitent chez elle certains visiteurs. Elle me dit, « Yana, au bout de la visite, on n'a qu'une envie, c'est de les balancer par-dessus les remparts. » Parce qu'il y en a des emmerdeurs partout. Ces perturbateurs relèvent, disons, de 2 catégories, à commencer par les inattentifs, qui ne sont pas tout oui, parce qu'occupés à autre chose,
Et l'un va allumer sa clope, l'autre va téléphoner, l'autre il va aller manger, l'autre il va aller boire, l'autre il va parler, sans parler des dissipés qui n'écoutent rien ou qui n'en ont rien à cirer, je cite là mes informateurs, lesquels se rencontrent plutôt dans les groupes scolaires. Ces attitudes mettent à l'épreuve le pacte implicite qui lie les visiteurs au guide. Elles engagent le guide soit à se mettre sur les rails en pilote automatique, soit à recadrer, quitte à infantiliser. Mais le défaut d'écoute n'est peut-être pas si perturbant que l'excès d'intervention de l'un des visiteurs. Quelque chose d'un rapport de force semble alors se jouer, à la faveur duquel l'autorité, au sens de faire autorité, l'autorité des uns se mesure à celle des autres. Il y a toujours, souvent me dit-on, la merdeur du groupe là, qui ramène sa science, qui a lu 1 ou 2 bouquins qui ne sont pas forcément les bons, qui essaie d'eux. Et à cet égard, il ne semble pas y avoir pire importun que le visiteur versé dans l'ésotérisme. Moi, régulièrement, on me ressort Rennes-le-Château, le Pêche de Bugarach, le labyrinthe de Nébia, c'est tout. Je dis stop, on arrête. Je dis voilà, sinon on se retrouve dans du mythe et ce n'est pas bon. Parce que c'est du délire absolu, quoi. Alors que bon, si on part de la réalité historique, c'est tellement mieux. Couper court, ne pas se laisser marcher dessus, revient donc à garder la main et à laisser à l'échange une place bien circonscrite dans le cadre de la visite-conférence. Leur sentiment de moindre légitimité ne rend pas les agents du ministère de la Culture, les agents d'accueil et de surveillance, insensibles aux effets de ces interférences. Roger, d'ailleurs, se targue de distinguer ceux qui sont vraiment venus pour une visite et ceux venus pour venir me casser les pieds, qui ne disent rien et puis paf, ils nous balancent carrément, sans respect, pour nous contredire « Ah ben non, mais vous savez que… » et blablabla, et je te sors toute ma science. Cependant, Roger est le seul à souligner ce genre d'accroc dans ses visites. Les autres sont davantage portés à souligner les inconvénients de la captivité des publics dits captifs et la difficulté de composer avec eux. C'est le cas entre autres de Véronique, qui me dit « Vous avez des fois des groupes l'après-midi de personnes d'un certain âge. L'agence a pris la réservation, mais ça les rase d'avoir une visite commentée. Ils sortent de table, ils n'ont absolument pas envie d'aller sur les remparts, donc voilà, ils subissent. Les scolaires, c'est pareil, les voyages de fin d'année, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, ils sont là pour une balade. Ils n'ont absolument pas envie d'écouter quoi que ce soit, les jeunes, les ados, là. Alors, vous dépitez un truc, parce que vous vous dites, bon, ils ont payé pour ça, on va leur sortir quelque chose. Mais vous ne prenez pas de plaisir, et eux non plus, parce que de toute façon, ils ne sont pas là pour ça. Et puis, ben voilà, comme ça, les 45 minutes passent, ils font leur truc, et puis voilà, quoi. Dans pareille situation, Christian, lui, se résout à suspendre son commentaire et à convertir sa visite en promenade. Quoi qu'il en soit de la manière de réagir, on retiendra qu'elle procède d'une intolérance moindre, d'une attitude plus empathique, qui n'est pas sans rapport avec la proximité sociale que les agents se reconnaissent avec le public de la cité. L'écart entre agents et CAC est également perceptible dans ce qu'ils rapportent du retour que leur font les publics. Les CAC ne sont pas particulièrement prolixes à ce propos et paraissent même assez détachés à l'endroit des indices de satisfaction des publics. On me dit, on a des élèves, on a des groupes adultes, on a des publics individuels, on est heureux, on est malheureux, ça marche bien, ça marche moins bien. Hier, j'ai reçu une lettre de félicitations. Avant-hier, j'ai vu 10 personnes quitter ma visite. Ça m'a un peu vexée, mais je ne sais pas ce qu'ils étaient venus chercher. Mais en même temps, faut-il vouloir plaire à tout le monde ? S'interroge Jean-Louis, tout prêt à répondre par la négative. Et comme vous vous en doutez, les agents se montrent quant à eux davantage sensibles aux merci, applaudissements et autres mots gentils entendus à la fin de leur visite. Ils en rendent volontiers compte à mon micro. On retiendra plus particulièrement les attitudes dont témoigne Roger qui me dit « Les visiteurs sourient, ils ne vous lâchent plus, ils me scotchent ». Je me dis « Mais d'où ils viennent, quoi, tellement c'est grandiose ». Le même en affirmant qu'au final, il n'y a plus le public et moi, qu'on est un tout, suggère ni plus ni moins une relation fusionnelle. Dans la manière dont elles nous sont restituées, ces marques font plus que suggérer la réussite de la médiation. Elles esquissent quelque chose d'une réciprocité, d'un amour du public pour le guide, d'un coup de foudre partagé. Ces marques tiennent également lieu de miroir.
Le guide, tout autant au centre de l'attention que le monument, y trouve le reflet de sa passion et ne boude pas son plaisir à s'entendre dire « On sent que vous avez la passion, vous êtes passionné ». En un sens, il semble bien que l'objet de la visite se feuillette. Le guide lui-même se sent visité, au centre de l'attention, et avec lui tout ce qu'il porte, son savoir, son charisme, la clarté de ses explications, et ce, sans craindre de paraître transgresser le principe selon lequel une médiation réussie est une médiation invisible, appelée à disparaître dans sa propre réalisation. Et ce n'est pas là seulement un doux fantasme cultivé par les guides. Si ce n'était le cas, Cathy, affectée aux réservations au moment de l'enquête, ne constaterait pas, je cite, qu'ils ont chacun leurs fans. Donc, parti pour découvrir les visiteurs à travers ce qu'en disent les guides, je vous ai tout autant donné à voir les uns que les autres, et même plus les guides que les visiteurs. Dans les mots des guides, le public se fait le reflet de leur propre diversité, de leur passion, de leur humilité ou de leur prétention, de leur besoin de connaissance ou de leur assurance. La chose était quand même un peu courue d'avance. Mais ce sont aussi dessinés, il me semble, chemin faisant, des façons d'orchestrer la rencontre du public et du monument, participant de la vie du monument, des façons faites de générosité, de goût de l'autre, de sens éthique, bref, d'humanité. Merci infiniment, Madame Sagne, pour cette première introduction du colloque. C'est un véritable plaisir et je pense que vous avez abordé de nombreux aspects dont nous allons discuter au long des échanges. Je vous propose, s'il y a des interventions, des questions maintenant, on peut en prendre quelques-unes avant de passer à une seconde présentation et puis de refaire une session d'échange. Mais dès maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour la première question. Bastien, alors je pense qu'il faut faire circuler un micro. Non, parce qu'en fait, on enregistre ce qui est dit, donc il faut que ça passe dans les micros. Est-ce que celui-là marche ? Merci beaucoup. Déjà une petite précision. Sûrement, j'étais pas très attentif, désolé. Et les guidages, enfin les visites guidées ont lieu dans des espaces publics ou au sein de monuments. Et puis aussi, j'avais surtout une question sur... vous avez mentionné le devoir de réserve à un moment donné des guides. Et en même temps, vous avez insisté sur l'aspect sensible, les anecdotes, etc. Et donc, je voulais savoir comment ça s'articule, justement, cette approche sensible avec le devoir de réserve, notamment auprès des institutions, donc les centres monuments, ou même les offices de tourisme, etc. Alors, je n'ai pas précisé, oui, effectivement, parce que ça me paraissait tellement évident, que les visites en question concernent la cité de Carcassonne, puisque c'est le CMS, Châteaux et Remparts de la cité de Carcassonne. Donc, effectivement, ce sont des lieux publics. Pour ce qui est de la tension ou de la contradiction entre le devoir de réserve, alors ce n'est pas moi qui en parlais, ce sont mes informateurs qui en parlent. Ce devoir de réserve, je pense qu'ils l'ont chevillé, je sais pas, au cœur, au corps, à l'âme, parce qu'ils travaillent pour l'État. Voilà, c'est ce qui leur font évoquer cette notion. Et effectivement, l'enjeu de ma présentation, c'était de montrer comment ce devoir de réserve, il est débordé. Justement par la relation, c'est une relation humaine, comme la relation ethnographique du reste, la relation du guide avec ses visiteurs. C'était tout l'enjeu et tout le propos de ma présentation. C'était de vous montrer ça, vous montrer comment derrière ce qui peut apparaître comme, je sais pas moi, un acte technique, en fait il y a plus que ça, parce que sont mis en présence des gens, tout simplement. Je pense que là, vous abordez vraiment la question de l'appropriation. Ça se voit très, très bien. Mais je comprends la question de Bastien parce que je crois que j'ai noté ne pas donner au public forcément ce qu'il attend.
Donc en fait, on va vraiment bien au-delà, alors qu'il y a des discours déjà extraits des livres ou de la connaissance que l'on dirait scientifique, historique, qu'on peut transmettre. Comme vous dites, il n'y a pas cet aspect technique. Une autre question peut-être ? Merci. Bonjour. Quel était l'objectif de départ de ces enquêtes et surtout, est-ce que ça a découlé, je ne sais pas, sur une réorganisation ou une organisation des visites au sein de la cité de Carcassonne ? Alors, le départ, je voulais aussi préciser, je voulais indiquer, c'était une réponse à un appel d'offres du ministère de la Culture sur les métiers du patrimoine. Et ce qui m'intéressait dans ce cadre-là, c'était de montrer je n'ose pas utiliser le terme de survivance, parce qu'il est tellement connoté, notamment dans ma discipline, qu'il semble incongru. Mais en fait, c'était ça, finalement. La survivance de ce métier de guide dans un paysage de la médiation qui est tellement bouleversé, tellement enrichi par tant de formules, tant d'innovations. Et c'était d'essayer de comprendre pourquoi ça résiste, pourquoi ce métier existe toujours. Voilà. C'était ça, le but. Alors, est-ce que mon enquête a eu un effet ? Je ne pense pas. Je regarde Anne qui est dans le public. C'est toujours un peu bizarre d'avoir son terrain quand on fait une communication, d'avoir le terrain dans la salle. Mais je ne crois pas, Anne, ça vous a pas chamboulé ? Chamboulé, on ne va pas dire qu'il y a eu une révolution de palais, c'est pas ça. Mais le service culturel a évolué au sein du Château et Rempart. Les pratiques culturelles des publics, c'est surtout ça aussi qui est important, ont évolué et ça nous a obligés à se poser des questions, à réfléchir. Il y a eu des recrutements nouveaux. Vous en avez deux en face, ils sont là. Deux jeunes femmes qui ont fait des études de patrimoniales, justement. Il y a des masters qui existent. Nous, les conférenciers, on s'est formés sur le tas aussi, même si on avait des diplômes universitaires. On s'est formés à la pratique de la médiation sur le tas, vraiment. Enfin, en tout cas, pour ma part, oui, mais pour mes autres collègues aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu une profession. Alors qu'au début, l'origine des guides, c'était souvent des enseignants qui, à la retraite, faisaient des visites guidées de sites, d'endroits comme ça. Une, d'ailleurs, qui est citée, Véronique, elle était prof d'histoire et de géographie. Elle faisait ça pendant les vacances, en plus. Bon, voilà. Donc là, maintenant, on est passé sur quelque chose de différent, les médiations 2.0, je vais te dire, avec des professionnels de ce métier-là, puisque c'est enseigné à l'université, et on étudie les publics, on étudie d'autres matières qui vont nourrir ça. Maintenant, moi, je ne suis plus guide comme je l'ai été par le passé. J'ai muté, moi aussi, je fais d'autres choses, des projets culturels, parce que la médiation, c'est pas aussi seulement le guide face à un public ou à des publics, et cette expérience m'a permis d'évoluer vers autre chose et de travailler justement sur de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances, le numérique qui amène beaucoup de choses, parce que c'est pas du tout moi ma génération, mais justement avec ces nouveaux recrutements, ça a permis de développer ça. Et au sein du château, le service accueil-surveillance, comme là aussi il y a eu des recrutements de jeunes, on va dire, agents, là, la médiation repart justement sur des visites qui ne sont pas les 45 minutes officielles intégrées au droit d'entrée, mais ils sont sur la base du volontariat toujours, hein, bien évidemment, puisque ce n'est pas leur cœur de métier, mais des visites d'une heure et quart, sur des thématiques, sur des choses un peu plus approfondies, un peu plus fouillées. Et ce qui était déploré au départ, maintenant, ils ont du temps, sur le temps de travail, de formation, de recherche, avec... moi, j'en ai suivi certaines visites, ou mes deux collègues aussi, pour savoir ça va. On essaie de suivre aussi les cycles de l'éducation nationale, parce que quand même, on reçoit toujours des groupes scolaires. Donc, il y a tout ça. Parce que, bon, j'ai envie de dire, quand je discutais tout à l'heure avec Sylvie, je me disais, mon Dieu, mais le temps est passé, ça fait déjà 13 ans. Et c'est vieux, finalement, dans nos métiers, déjà 13 ans qui sont passés, parce que les pratiques évoluent très vite. Voilà.
Alors peut-être que je m'éloigne un petit peu de l'étude initiale, mais est-ce que vos recherches, vos différents entretiens ont permis aussi de questionner la relation entre ces guides cartés et ces agents d'accueil? Est-ce que vous avez pu voir aussi comment chacun percevait le travail, la posture des uns et des autres? Vous me demandez quoi exactement? Est-ce que L'idée, c'était de savoir comment, par exemple, les guides cartés pouvaient percevoir aussi ces agents d'accueil qui faisaient de la médiation, qui guidaient des visites. Est-ce que votre étude a permis d'interroger ces relations-là? Puisqu'on sait aussi que c'est une des tensions dans le milieu des guides, des guides cartés, de justement cette multiplication des médiateurs. Vous parlez des guides conférenciers qui gyrovaguent, on va dire. C'est ça? Oui, que vous avez appelé les chargés d'action. Ah non, alors non. on est... Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Les guides de la cité, enfin en tout cas en 2012, quand j'ai fait l'enquête, ils guidaient en vertu de l'obtention d'un agrément qui est délivré par le Centre des monuments nationaux. Ce ne sont pas des guides encartés, comme les guides conférenciers auxquels peuvent recourir les offices de tourisme pour faire visiter tel. Et ça se fait aussi à Carcassonne. J'aurais également pu centrer mon enquête sur cette autre catégorie de guides. Mais il me semble que Anne a répondu à la question tout à l'heure en expliquant comment le service avait évolué et quels sont les rapports justement entre les CAC, entre ex-guides conférenciers et les agents d'accueil et de surveillance. Moi, il me semble qu'au moment de l'enquête, ce qui apparaissait, c'est qu'il y avait quand même une certaine paix sociale, on va dire, entre les deux catégories de guides. Ça n'était pas vraiment le cas, en tout cas, c'est ce que me rapportent alors peut-être pas les conférenciers, les ex-conférenciers, mais les agents d'accueil et de surveillance parlent d'une guéguerre dans des temps plus anciens, on va dire. Les uns se pensaient concurrents des autres, mais au moment où l'enquête... C'était un moment aussi très particulier, ce moment de l'enquête. On était en 2012. C'était un an juste après la création du service culturel et c'était un an juste après la titularisation des anciens guides conférenciers et de l'obtention du statut de CAC. Donc les premiers à Carcassonne, ils ont été les premiers à Carcassonne à obtenir des contrats à durée indéterminée à plein temps. Et ça, c'était vraiment une première. Donc on était en 2012, donc un an après cette grande révolution, qui pour tous, tous l'accueillaient, à de très 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 rares exceptions près, tous l'accueillaient avec une grande faveur. Les problèmes, ils étaient davantage internes à la catégorie des agents d'accueil et de surveillance. Voilà, entre ceux qui guidaient et ceux qui ne guidaient pas. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore une petite question? Non? Oui. Je vous remercie. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais en fait, dans toute votre présentation, on sent la fierté que les agents ont à partager leurs monuments avec le public. Et je pense que, donc moi je travaille au château d'Azel-Rideau où on propose aussi, où les agents d'accueil et de surveillance proposent aussi beaucoup de visites et depuis là début mai des visites thématiques. Et il y a aussi une chose qui me semble très importante parce qu'ils l'ont exprimé, c'est aussi leur mission de service public. Et donc ça intervient aussi dans cette relation aux visiteurs, c'est que voilà, ils se sentent vraiment investis de cette mission de service public, donc de partager leurs connaissances, de partager leurs monuments. Et vous parliez de ce combat, de ce métier de guide, que ce soit donc, pour ces agents d'accueil et de surveillance. Et je pense que voilà, c'est aussi pour eux quelque chose de tout à fait essentiel. Oui, et ça l'était aussi en 2012 au moment de l'enquête. Peut-être même davantage exprimé par les CAC, cette nouvelle catégorie donc, formée au lendemain de 2011, qui venait d'obtenir aussi quelque part, alors pas tout à fait le statut de fonctionnaire, mais alors tu me corrigeras Anne si je dis des bêtises, c'était des contrats de droit public, c'est ça? Oui, voilà, vous
Et cette question de travailler pour le public, était quelque chose qui était une thématique aussi qui ressortait de façon avec acuité dans les entretiens que j'ai menés avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Ah, on a encore la toute dernière petite question. Merci pour votre présentation. La définition que vous avez donnée de la médiation, ça m'a fait penser, ça a fait écho à ce qu'écrit Michel de Certeau dans l'Invention du quotidien, le premier tome. C'est-à-dire que le discours donné par les guides peut être délocalisé hors les murs, notamment avec la figure du visiteur comme un ambassadeur qui, en rentrant chez lui après une visite, va témoigner de son expérience auprès de sa famille, ses amis, et peut-être leur susciter l'envie d'aller aussi visiter le lieu. Et du coup, je me demandais aussi dans l'acte de médiation la place que tienne tienne la transmission des émotions, que ce soit lié au domaine du patrimoine, de la culture ou de l'histoire dans la visite. C'est une grande question. Alors, on a dit une petite question, donc il appellerait a priori une petite réponse. Non, ça fait vraiment... Votre question, elle est surdimensionnée, il me semble. J'ai envie de dire, on va essayer de répondre à cette question à travers tout le colloque pendant les 2 jours. Parce qu'effectivement, vous l'avez abordé en partie, ce côté très sensible et la vision sentimentale de leur métier, mais à travers l'appropriation, c'est vraiment cette création moi j'ai retenu ça, de cette communauté éphémère avec le guide, et ce moment où on va partager quelque chose, ce que cherchent les guides et ce que peut chercher ou pas le public. C'est cette relation émotionnelle, ce quelque chose qui fait qu'on va s'approprier plus que juste des connaissances. Désolée, on va donc répondre d'une manière un petit peu différente. On va maintenant enchaîner donc avec la présentation de Mathilde Bessieux et Nastasia Kenyar, qui sont chargées des publics. On reste à Carcassonne. Et donc, vous avez branché votre présentation. Voilà, ça va démarrer. Et qui allait nous parler des visites. Alors là, c'est encore une autre manière d'incarner la médiation. C'est la visite... Alors, c'est pas tout à fait la visite, c'est plutôt quelque chose qui va compléter l'offre de visite. Nous, on va vous parler plutôt d'histoire vivante à la cité de Carcassonne. Voilà. Donc, j'essaye de démarrer l'ordinateur pour vous projeter un petit diapo. Hop, tiens. Alors, pour poursuivre donc la présentation de Sylvie Sagne, donc avec toutes ces petites anecdotes savoureuses de nos collègues, nous on va vous parler d'un autre aspect de la médiation au château de Carcassonne. Donc nous sommes toutes les deux chargées des publics, donc c'est l'évolution des fameux CAC dont parlait Sylvie. C'est justement une évolution des métiers, et nous on se base aussi sur des études plus récentes des publics qui nous ont montré que la motivation première pour visiter un monument historique, c'est plus forcément d'approfondir ses connaissances, c'est aussi passer un bon moment et se divertir en famille, entre amis. On ne visite plus tout à fait le monument de la même manière en fonction de la typologie des publics, des périodes de l'année. Voilà. Donc nous, on va vous parler d'histoire vivante. Donc c'est quelque chose qui est expérimenté depuis plusieurs années à la cité de Carcassonne. Et c'est une discipline qui s'impose de plus en plus comme une nouvelle manière de faire de la médiation culturelle, puisqu'en fait elle va permettre d'expérimenter la visite et non pas d'apprendre l'histoire, mais plutôt d'aller la vivre. Donc c'est encore une manière de faire de la recherche donc, dans le secteur de la médiation.
Et à Carcassonne, on a la chance donc de pouvoir se baser sur énormément de thématiques. On part sur 2500 ans d'histoire, donc comme le disait Sylvie, on part de l'Antiquité gallo-romaine jusqu'au 19e siècle. Donc ça fait tout un programme et on a de quoi expérimenter. Donc notre présentation va s'articuler en 3 grandes parties, mais en fait on va surtout vous présenter des formats de médiation qu'on a testés à Carcassonne. Donc la première, ce sera sur comment l'histoire vivante transforme en fait notre manière de vivre l'histoire, donc d'apprendre l'histoire. La deuxième partie, ce sera sur les publics que l'on peut atteindre grâce à la diversification des formats de médiation. Et enfin, une troisième partie qui est un peu plus conclusive et qui est en fait un constat du fait que l'histoire vivante permet aussi d'aller chercher de nouveaux publics et même d'aller rechercher des publics qui ne venaient plus, quitte à les fidéliser, donc se faire une petite communauté. Voilà. Donc Nastasia, je te laisse la parole. Je pense qu'on peut passer celle-là. Alors du coup, l'histoire vivante, c'est une nouvelle discipline, enfin plutôt nouvelle, on va dire, qui est apparue avec celle de la médiation culturelle, qui est surtout une discipline basée entre loisirs, pédagogie et rigueur scientifique. Donc l'histoire vivante en tant que telle, il s'agit de donner une représentation du passé qui s'appuie sur des sources archéologiques et historiques pour donner aux visiteurs quelque chose de plausible historiquement parlant. Donc on doit, je dis on, parce qu'en plus d'être chargée des publics, je suis également reconstitutrice pour une troupe du début XIIIe siècle dans le Carcassonnais. Il s'agit de reconstituer avec précision des choses dont on parle, des thématiques classiques, des armes, des textiles, mais aussi des objets du quotidien, des métiers, des savoir-faire qui ont disparu ou dont il reste quelques traces. C'est une pratique petit à petit qui s'est démocratisée pour sortir des traditionnelles fêtes de village, des festivals d'évocation, de fantaisie. Donc on parle d'évocation pour petit à petit venir vers ce qu'on appelle l'histoire vivante et la reconstitution historique. Ça sert à maintenir, on va dire, une rigueur et une exigence scientifique pour renouveler l'approche pédagogique qu'on a de l'histoire et de ces différentes périodes. Et là, c'est un rôle assez important du reconstituteur qui devient donc un médiateur, un transmetteur de savoir, un pont entre les sources archéologiques et le public. Donc vous avez par exemple ici une source archéologique d'une soque avec sa reconstitution en dessous. Et en fait, le reconstituteur, il va aider les institutions culturelles à déconstruire les idées reçues par le dialogue et l'expérimentation en discutant avec son public. Et aussi en le faisant expérimenter, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lui faire sentir, il va pouvoir lui faire essayer, il va pouvoir lui faire toucher aussi, c'est des choses beaucoup plus palpables. Donc l'histoire vivante aujourd'hui, nous à Carcassonne, on s'en sert vraiment comme un réel outil de médiation, sérieux, mais jamais ennuyeux. Ça permet une meilleure compréhension aussi des périodes parfois floues ou fantasmées, notamment le Moyen-Âge. On oublie souvent que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire, et que dans ce Moyen-Âge, il y a plein de petits Moyen-Âge. Et c'est ça qui est intéressant et passionnant avec ces reconstituteurs, c'est que chacun a leur propre période historique plausible. Donc il ne faut pas évoquer le Moyen-Âge très largement, mais se cibler sur des dates. Elle offre aussi une vision plus neutre et nuancée que celle véhiculée par l'imaginaire collectif, et notamment celle du cinéma. Et là où le travail de l'institution culturelle est important, c'est qu'il doit rechercher en amont des troupes de reconstitution historique pour ne pas faire appel à des troupes d'évocation. Et en fait, là, il s'agit de rechercher surtout la fiabilité du prestataire, sur comment est-ce qu'on sait que lui, il a une source archéologique contrairement à une autre. Et ça, c'est tout un travail effectué en amont par les chargés des publics, les programmateurs, les réseaux, etc. etc. Voilà un peu une petite entrée en matière. Donc pourquoi on va vers l'histoire vivante ? Donc comme le disait Nastasia à l'instant, c'est surtout pour avoir une dimension sensible en fait du patrimoine.
Donc on a envie de toucher, on a envie de sentir, on a envie de parler à des gens. En fait, finalement, c'est prolonger une expérience humaine de la visite. Donc on sort de la visite guidée classique et on devient soi-même acteur en fait de la médiation. Donc là, vous avez une image en fait d'une animation qui avait été présentée à Carcassonne, donc sur les dessous de l'histoire. Donc c'est une troupe qui présentait des sous-vêtements historiques. Donc ce sont des thèmes de la vie quotidienne, donc qui parlent vraiment à tout un chacun. Et donc là, il y a eu la possibilité de toucher des tissus, de l'essayer, et en fait, ça rappelle quand même l'universalité de cette histoire et le fait que au Moyen-Âge, on n'était pas forcément aussi rustre qu'on peut le décrire donc dans les séries télé, au cinéma. Et on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment des gens comme les autres. Donc, il y a une certaine proximité avec l'histoire. Et en fait, on fait vivre donc des expériences sensorielles. On va toucher l'émotion. Et par cette émotion, en fait, on se rend compte qu'on arrive à retenir plus facilement les choses. Donc on a aussi comme challenge d'adapter donc les médiations à tous les publics. Donc par exemple par l'histoire vivante qui est quelque chose de très visuel, de très sensoriel, on va pouvoir aussi toucher un public international non francophone. Donc on va quand même réussir à faire passer des médiations là où la visite guidée par exemple ne ferait que le discours qu'en français. Donc ça aussi permet de faire des ponts entre les publics. Et aussi, ça nous permet, comme le disait Nastasia, de parler de plusieurs périodes, mais aussi de périodes méconnues du site. Donc là, vous voyez, on est sur du sous-vêtement et on est plutôt sur une période 19e siècle. Tu me corriges si je me trompe, 18e. Et c'est pas la période la première à laquelle on pense quand on vient visiter la cité de Carcassonne. On s'attend à y voir du Moyen-Âge. Et là, en fait, c'était l'occasion de valoriser donc d'autres grandes périodes de la vie du site. Et donc, ça interpelle et ça marque forcément pendant la visite. Donc l'idée de base, c'est vraiment de changer le regard sur l'histoire en proposant des médiations qui vont captiver les publics d'autres manières. Voilà. Donc de cette approche où on a la chance d'avoir un monument avec 2500 ans d'histoire, on a pu diversifier les différents formats au fur et à mesure. Et je te pique ça. Donc avec le dernier Patrimostat qui est sorti, celui de 2024, on a pu avoir les dernières attentes du public, notamment. Donc en top 1, ils viennent pour se cultiver, bien sûr, on revient toujours à l'essence, on va dire, des institutions culturelles, mais ils viennent aussi, comme disait Mathilde tout à l'heure, partager un moment convivial et aussi se divertir. Donc pour essayer de répondre un peu à toutes ces attentes, on a développé des nouveaux formats. Comme vous avez par exemple là l'initiation au bal 18e et 19e siècle aussi, qui est la période de restauration de Viollet-le-Duc, le 19e siècle, avec des choses plus ludiques dans lesquelles le public peut engager le corps, les sens aussi pour ceux qui ne veulent pas expérimenter. Ils peuvent toucher les costumes et aussi dialoguer avec les reconstituteurs. Donc ça c'est vraiment une transmission de savoir primordiale. On vous a mis aussi différents exemples de médiation. Donc ça va de l'exposition, donc notamment ici le costume civil au XIIIe siècle. Ce qu'on ne vous a pas dit en fait à Carcassonne, c'est qu'on travaille une thématique de programmation à l'année. Et sur cette thématique de programmation à l'année, on essaye de décliner ça dans différents formats, dans différentes. Ça va de la visite guidée thématique à l'exposition. Même nous aussi, en tant que professionnels, ça nous permet de renouveler nos pratiques et de toujours essayer de trouver des choses. Pour sortir du quotidien, en fait, aussi, éviter notre routine. Et ça, c'est primordial. Donc voilà, on a eu la chance de travailler sur une exposition sur le costume civil au XIIIe siècle. On a proposé une animation sur les parfums et les senteurs de l'Antiquité. Voilà, parce qu'on a une mosaïque sur le château qui date du 1er siècle, une villa romaine, et du coup, de là, on s'en dit, une villa, l'esthétique, on va partir sur les parfums, sur les senteurs, et on a fait appel à une troupe qui reconstitue les parfums antiques, de la verrerie, donc aussi, comment est-ce qu'on se parfumait avant, voilà, ça permet de
de donner à voir, à sentir et du dialogue encore. On a fait également un gros événement avec des codes contemporains qu'on a appliqués à une médiation un peu plus festive, un peu plus grand public et totalement inattendue. On a fait une Fashion Week historique. Voilà. Ça fait sourire, ça fait rire. Et effectivement, là, ça a été, le gros événement parce qu'on a eu des publics de la France entière, en fait, qui se sont déplacés spécialement pour ça. On avait 80 reconstituteurs présents du 3e siècle au 19e siècle. Et de les voir tous se mélanger, en fait, on a pu toucher un public qui ne serait pas venu naturellement parce que la mode, ça parle à beaucoup de gens. Encore aujourd'hui, on fait très attention à notre apparence, au physique. Donc voilà, on a pu toucher des tout petits qui ont pu découvrir les différences entre le daim, le cuir, la soie, le satin et son évolution. Mais il n'y avait pas que du visuel, il y avait aussi le côté éducatif avec comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on part de la laine ? Comment est-ce qu'on arrive au tissu laine ? La laine d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même que la laine d'hier ? Voilà, ça permet d'aborder beaucoup de thématiques comme ça, sachant qu'on engage nos équipes aussi dedans. On ne fait pas appel qu'à des personnes extérieures. On fait appel aux volontaires du monument qui veulent s'emparer de la thématique, pouvoir proposer des médiations en dialogue avec les reconstituteurs. Mais par exemple, pendant cette Fashion Week historique, on a des agents du monument qui ont défilé avec des tenues prêtées par les reconstituteurs en tant que telles. Donc c'est aussi l'histoire vivante, c'est quelque chose aussi qui fédère les équipes. Voilà, c'est participatif. Le public aussi. Je me rappelle avoir recruté des jeunes filles comme ça parce qu'elles étaient très intéressées et elles ont bien voulu défiler le soir. Donc voilà, c'est quelque chose de très participatif, autant au niveau des publics que des équipes du monument en tant que tel. Ça donne à voir l'histoire autrement, à travers une matérialité. On a un engagement des sens et du coup, on aboutit sur une facilité d'apprentissage. On va mieux retenir quelque chose qu'on a touché, qu'on a manipulé, et même après, ça permet de dialoguer en famille. L'expérience de visite ne s'arrête plus seulement au monument, elle va plus loin, parce qu'après, elle permet de se faire des souvenirs et d'avoir quelque chose en commun. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et on a des choses aussi plus ludiques à faire directement en famille, une petite introduction, une petite médiation. Et voilà, on se retrouve sur des jeux de table médiévaux qui se trouvent un petit peu partout maintenant. On n'a pas innové là. Mais voilà, ça permet d'avoir une base historique, de lier ça au ludique. Et on a vu des gens qui sont revenus le lendemain aussi, on assiste à ça grâce à l'histoire vivante, des gens qui reviennent avec d'autres parties de leur famille ou d'autres professionnels pour expérimenter ça. Donc l'histoire, c'est une science vivante qui est accessible à tous, l'histoire vivante, pour tout public. Ça permet aussi d'attirer l'œil et l'attention du public non francophone. Et rien que ça, ils vont se retenir qu'à Carcassonne, tout basiquement, des fois, ils ont vu un chevalier en armure. Voilà. Ils ont vu quelqu'un en toge. On part là-dessus aussi, donc ça permet de nouer un véritable dialogue. Mais on fait attention à ne pas tomber dans le spectaculaire et dans l'attendu. On a toujours une base scientifique sur laquelle on peut décliner une médiation scientifique derrière. C'est pas juste se mettre en tenue pour se mettre en tenue et voilà. C'est se mettre en tenue peut-être pour attirer le public et après pouvoir dérouler un discours scientifique derrière. Voilà. Et donc forcément, fort de toute cette histoire vivante et de toute cette démarche scientifique, en fait, on peut appliquer justement les codes de l'histoire vivante sur d'autres projets. Donc là, en fait, on part de la recherche archéo et de l'archéologie expérimentale pour recréer donc des environnements numériques. Donc à Carcassonne, on vient d'inaugurer donc une expérience immersive qui est les derniers remparts Carcassonne 1304, qui en réalité ne se passe pas à Carcassonne mais à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dans le but de faire rayonner le monument et d'aller conquérir des publics qui ne viendraient pas à Carcassonne, qui ne peuvent pas venir, ou tout simplement qui ne se sentent pas légitimes dans les lieux patrimoniaux. Donc on vise surtout des jeunes, donc des ados jusqu'aux trentenaires, mais ça fonctionne très bien aussi pour tous les âges. Oui, pas de souci. Donc là, donc pour le projet Les Derniers Remparts, donc on a recréé la cité fortifiée telle qu'elle
devait être en 1304. Donc l'idée, c'est de se balader pendant 45 minutes dans des espaces restitués. Et donc pour ce faire, on s'est nourri en fait de toutes nos expériences d'histoire vivante à Carcassonne. Donc là, je vous ai mis des exemples de recréation de costumes avec la troupe des Milites de Dun qui ont défilé pendant la Fashion Week historique à Carcassonne et en fait qui ont bien voulu nous aider et nous accompagner sur la recréation des costumes dans l'expérience, parce que l'idée c'était d'être fiable non pas seulement sur l'archéologie du monument, mais aussi sur tous les petits détails de la vie quotidienne dont on n'a pas forcément de traces dans les livres. Et c'est là que l'histoire vivante est un véritable atout. Voilà, donc j'accélère un petit peu. Voilà. On en est là. Hop. Et du coup, grâce à l'histoire vivante, on redonne vie vraiment à notre monument. On sort des médiations classiques qu'on peut avoir. Nous, notre intérêt aussi, et je pense que ça, qu'on soit guide, médiateur ou autre, l'objectif, c'est de toujours faire coller notre thématique avec l'histoire du site qu'on est en train de faire visiter, montrer ou autre. Donc c'est là aussi où le travail sur l'histoire vivante est assez important, notamment à Carcassonne, voilà, de l'Antiquité au XIXe siècle. C'est un monument du coup qui est mis en mouvement réellement. Les rendez-vous de reconstitution historique et d'histoire vivante deviennent des rendez-vous vraiment, où on a un public qui ne vient plus, notamment les jeunes adultes, ou qui vient de moins en moins, et qui, grâce à ces présences de médiateurs un peu particuliers, reviennent dans les monuments parce qu'ils savent qu'à chaque fois, ils vont pouvoir avoir une nouvelle thématique ou poursuivre l'échange qu'ils ont eu auparavant. On va dire d'un monument patrimonialisé, parfois mis sous cloche, on passe à un décor vivant et interactif qui prend un sens réel, un sens concret. On remet de la vie aussi dans des espaces vides. Voilà, Carcassonne, c'est 1,3 km de rempart, un château avec une collection lapidaire qui n'est pas forcément super bien valorisée, pardon Anne. C'est des anciennes scénographies, donc là vous avez 2 exemples, par exemple d'un atelier sur le commerce de la laine au Moyen-Âge qui a lieu sous les modillons dans le dépôt lapidaire, et on se rend compte qu'en fait les familles, les personnes qui s'attardent sur ces ateliers d'histoire vivante vont prendre le temps aussi de mieux regarder ces collections lapidaires, et le médiateur aussi n'hésite pas parfois à faire un rapprochement entre ce qu'il a à côté de lui, au-dessus de sa tête, pour pouvoir l'intégrer à sa médiation. Donc là notamment la coiffe de la médiatrice, vous ne la voyez pas, mais au-dessus sur le modillon, la sculpture avait exactement la même coiffe. Donc ça a permis de faire un rapport aussi entre les collections du monument et l'histoire vivante. Et vous avez aussi un exemple de médiation sacra privata des dieux et des hommes sur le côté plus antique, et là qu'on a pu mettre dans une tour qui est habituellement fermée au public. Donc ça nous permet aussi de faire vivre de nouveaux espaces dans le monument, tout en enrichissant du coup l'expérience et le parcours de visite aussi, en apportant quelque chose, parce que les gens ne viennent pas aussi forcément pour le rendez-vous d'histoire vivante, mais ils visitent et d'un coup ils se retrouvent nez à nez avec une personne inattendue. Et ça marche bien pour engager le dialogue. Voilà, ce qu'un agent parfois a plus de mal à faire. On a beau avoir des petits badges avec un point d'interrogation, des colliers rouges, voilà. Le fait d'être en tenue aussi permet d'engager le dialogue beaucoup plus facilement. Donc Carcassonne devient vraiment un terrain de jeu expérimental. Et il y a aussi tout le volet archéologie expérimentale qu'on fait beaucoup dans le monument, de la fonte de bronze, de la forge, voilà. Mais ça, c'est encore un autre pan, on pourra en discuter après si vous voulez. Et donc, comme je vois qu'on arrive à la fin du chrono, oui, je vais prendre quelques minutes pour quand même parler de l'appropriation en fait de l'histoire vivante par les publics. Donc là, vous avez un projet numérique qui est devenu en fait réalité. Donc en fait, là, vous avez une épée qui est l'épée de Simon, donc le héros de l'expérience immersive des derniers remparts, qui a pris vie, puisqu'en fait, cette fois-ci, c'est un objet qui a été fait à partir de l'archéologie expérimentale. Donc c'est un forgeron reconstituteur qui nous a recréé une épée 13e siècle. Donc on a vraiment forgé l'épée à la cité de Carcassonne, et en fait, on réussit à rendre concret quelque chose qui est complètement virtuel.
Et ça nous permet de faire le lien avec les publics, de montrer que ce sont des choses qui existaient, montrer la matérialité de ces objets. Ça nous permet de créer peut-être une communauté de public qui viendrait en fait pour découvrir Carcassonne, puisqu'ils l'ont découvert par exemple dans l'expérience 3D. Ça a déjà été le cas. On a des personnes qui sont venues de Bordeaux exprès puisqu'ils avaient visité Carcassonne en 1304 avec leur casque virtuel. Et en fait, d'avoir cette épée au monument, c'est un moyen de montrer que ce sont des choses qui ont été réfléchies, travaillées. Donc on se rend compte, comme le disait Nastasia, qu'on a des publics qui reviennent du fait de la répétition en fait, de ces événements d'histoire vivante, et ça donne en fait un certain rayonnement au monument, puisqu'en fait là on est en projet d'une nouvelle inscription UNESCO, et on est en lien avec tous les châteaux que l'on appelle châteaux cathares, mais qu'on va plutôt appeler forteresse royale du Languedoc pour l'inscription UNESCO. Et en fait, on se partage les troupes de reconstitution médiévale, puisqu'en fait, ce sont des châteaux qui ont été construits à la même période où la cité de Carcassonne a été portée à son apogée architectural. Donc, ça permet aussi de diffuser aussi les savoirs de l'histoire vivante et d'en faire finalement une médiation qui devient donc très concrète et plus démocratique en fait dans les lieux culturels. Voilà. Si tu veux. Et du coup, on va juste conclure en disant que pour nous, l'histoire vivante et la reconstitution historique, c'est une opportunité très forte dans les monuments parce que c'est un vecteur de lien, d'identité aussi, du territoire pour les publics, et que c'est aussi une discipline d'avenir qui va petit à petit on va dire, s'institutionnaliser aussi avec la création de nouveaux masters en histoire vivante. Voilà, ça existe. Je crois que le premier est à Nîmes. Donc voilà, c'est une discipline aussi petit à petit qui va être universitaire, qui va prendre de l'ampleur. Et voilà, donc on va pouvoir terminer là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation qui complète fort bien ce qu'on vient d'aborder. Donc en fait, on parle de sciences participatives, la main à la pâte. Hein. On apprend mieux en faisant et en participant. Des questions, des réactions? On a un petit peu de temps. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'est une question technique. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit sur l'expérience immersive, les derniers remparts à Carcassonne en 1304, parce que vous avez précisé tout de suite que ce n'était pas à Carcassonne, mais à Lyon, à Paris et ailleurs. Oui. En fait, c'est une expérience qui a été réalisée avec en partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et la société Escurio qui développe donc des expéditions immersives. Vous connaissez peut-être Éternel Notre-Dame, Khéops, donc toutes ces expériences qui ont lieu en fait dans des salles dédiées. Il faut de très grands espaces et tout simplement par manque d'infrastructures, ça n'aura pas lieu à Carcassonne, mais Carcassonne est le sujet de l'expérience immersive Les Derniers Remparts. Donc 45 minutes pour découvrir la cité en 1304. Voilà. Donc on renvoie à la session Les monuments à distance en fait. C'est ça. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Et je voulais vous poser la question, puisque si j'ai bien compris, vous êtes parti en gros d'une enquête auprès des publics sur ce qu'ils attendaient, et en particulier ce que vous avez repéré, que ce soit une expérience éventuellement collective avec des amis, la famille, des choses comme ça, et des envies plutôt ludiques. Et ce que vous avez montré, c'est que en fait, ça marche plutôt bien, et en s'appuyant à la fois sur en fait, de l'histoire, l'archéologie, en fait, des savoirs qui sont toujours en évolution, mais vous êtes dans cette évolution-là aussi. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'en 2500 ans de vie d'une citadine, il y a aussi plein d'événements assez désagréables.
Et la vie quotidienne n'est pas toujours très très belle ou très agréable. Il y a des événements, enfin voilà, ça peut être... Alors comment vous traitez ces aspects-là, puisque j'imagine que c'est difficile de faire du ludique dans ces cas-là, et comment vous amenez aussi à réfléchir aux différentes périodes, puisque Carcassonne est quand même une belle histoire, quand même un peu dramatique. Donc comment vous traitez ça par rapport à cette envie de ludique et d'expérience en famille, voilà. Alors, on ne le traite pas forcément avec de l'histoire vivante. Parce que ça demande un gros travail aux reconstituteurs aussi. Certains peuvent être passionnés par une thématique, typiquement la mort ou la représentation. Voilà, dans Des dieux et des hommes, l'atelier qu'on avait fait venir, il s'était concentré sur les autels que les Romains avaient dans les maisons, les lards, et toute la médiation était ça, et le monsieur passionné, il pouvait en parler 2 heures, 2 heures et demie, voilà. Mais c'est vrai que pour l'histoire vivante, on est bloqué par ce que les reconstituteurs, sur ce sur quoi ils travaillent. On ne peut pas leur demander en claquant des doigts, bah voilà, je veux une thématique sur le catharisme. Voilà, parce que Carcassonne, il y a une troupe avec lesquelles on travaille, donc les Milites de Dain, qui aborde le catharisme à travers le costume. Donc pourquoi c'est des costumes plus simples, dans des laines plus grosses. Ils arrivent à l'amener comme ça, pas forcément du côté ludique, mais du côté sensoriel. Parler de quelque chose de matériel pour aborder cette thématique-là. Après, pour aller plus profondément, là, on préfère passer par des chercheurs, des scientifiques, des guides qui travaillent sur ces thématiques plus poussées. Par exemple, on a des médiations flash de 10 minutes sur la représentation de la mort au Moyen-Âge. Et là, on s'appuie sur les collections lapidaires, le gisant, les pierres tombales qu'on peut avoir. Mais là, c'est peut-être pas ludique, mais c'est des formes plus rapides, plus accessible, voilà. Après, ça n'empêche pas de créer des visites beaucoup plus longues, mais c'est vrai que malheureusement et bien heureusement, on a un monument à très très forte fréquentation, et généralement les gens qui viennent, c'est notre rôle aussi de les faire sortir de leurs attendus, du chevalier, du combat, etc., etc. Voilà. Je vais me permettre de donner un petit complément. J'ai travaillé sur le château de Fougères. Et le responsable des groupes de médiation a testé un truc, en fait, c'est aborder la guerre par les gens qui ont été estropiés et blessés par la guerre. Et donc ça permettait d'aborder le handicap au Moyen-Âge avec des béquilles. Alors c'était assez simple pour le coup à reconstituer. Et les gens ont énormément réagi, notamment les jeunes publics, les enfants, ont beaucoup apprécié parce que tout d'un coup, ça rendait les choses très concrètes, très réelles. Et on se disait, ah ben oui, il n'a plus de jambes, il n'a plus de bras, comment il fait, etc. Et l'entrée par le handicap, en fait, a permis d'aborder la guerre, qui est vraiment pas un sujet très drôle, et qui était, entre guillemets, assez simple à aborder, dans le sens où il y avait des morceaux de bois qui servaient de béquilles, il y avait des petits trucs avec roulettes, éventuellement. Enfin, voilà, donc c'était une expérience qui a bien marché. Une autre question, peut-être ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation sur ce type de médiation qui est fort sympathique, qui est assez ancienne, puisque finalement les reconstitutions historiques, les camps médiévaux, les camps napoléoniens existent depuis au moins 30 ans, voire plus, et qui a trouvé son public. Néanmoins, voilà, ce que j'entends dans votre discours, c'est que ce type de visite, en fait, va au-delà de la visite classique, sur laquelle vous portez, je trouve, un regard assez sévère. Vous dites que cet outil de médiation, je reprends votre expression, c'est sérieux mais jamais ennuyeux. Donc ma question, c'est la suivante, c'est quelle relation est-ce que vous entretenez avec donc les guides qui ont suivi une formation, qui sont diplômés, qui sont guides conférenciers ou autres, et quelles sont vos formations à vous ou les formations des reconstituteurs? Merci. Alors, sévère,
pas forcément, parce qu'en fait, on est nous-mêmes guides. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment complémentaires dans la manière de visiter le site. Et tout simplement, on essaye de proposer pour qu'il y en ait pour tout le monde. En fait, que chacun y trouve son compte dans la visite du monument. L'idée, c'est d'être complémentaire, tout simplement. Quand on propose des expériences d'histoire vivante, il y a souvent la visite qui fait le pendant. On fonctionne par thématique. Donc, si on a une expérience sur le costume, on va avoir des visites plutôt sur la laine, sur le passé drapier de Carcassonne. Et en fait, on réfléchit vraiment ça comme un ensemble. Donc, on ne se met pas en concurrence les uns avec les autres. Donc, les personnes qui viennent faire de l'histoire vivante, donc les reconstituteurs, sont médiateurs parce qu'en fait, ils parlent de ce qu'ils font. C'est vraiment la transmission par l'expérience, mais ce ne sont pas des guides, donc ce ne sont pas des personnes qui sont formées pour intervenir face à des publics. C'est plutôt un échange plus humain, plus direct. Voilà. Et je vais juste approfondir, du coup, les médiateurs et les guides du monument, ils nous suivent vraiment là-dedans. Voilà, ils s'impliquent aussi, ils vont discuter avec les troupes qui viennent. Et par exemple, on plante des graines en fait aussi dans les esprits des équipes pour leur dire que c'est possible de faire quelque chose en tenue par exemple historiquement plausible. On est en train de développer une visite théâtralisée avec les médiateurs du site, les agents du monument et qui naturellement ont eu à cœur de se dire bah voilà, je veux faire pendant l'expérience virtuelle en 1304, est-ce que ce serait possible de faire la visite dans une tenue reconstituée de 1304 ? Voilà. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on arrive à prendre les équipes du monument avec nous. Et oui, j'ai été avisée en disant que c'est jamais ennuyant. Mais on a plein de visites aussi, des visites ludiques où ça ne fait pas appel à l'histoire vivante en tant que telle, mais c'est sur les idées reçues. Voilà, du Moyen-Âge, où le guide a un panel de cartes et les écoles piochent une carte avec une idée reçue dessus. Ils se mettent en 2 équipes, un peu comme à Koh-Lanta, il y a des jaunes et des rouges. Ils discutent entre eux et le guide vient dire quelle équipe a raison ou non, ramener la vérité en fait comme ça, en s'appuyant parfois aussi sur du matériel qu'on leur a fourni, un morceau de cotte de maille, un morceau de tissu, des choses facilement transportables dans un kit. Donc voilà, les deux sont vraiment en complément. On a le temps pour une dernière question. Pascal. Vous disiez tout à l'heure que vous n'allez pas du côté du spectaculaire. Quelles sont les balises que vous vous mettez pour justement pas tomber du côté du spectaculaire, mais de rester du côté historique? Est-ce que est-ce que vous avez un exemple de situation où vous avez décidé d'abandonner un projet parce que justement on allait plus du côté spectaculaire? Un projet abandonné, non, parce qu'on est un petit peu folle et on va toujours au bout de nos idées. Et on a la chance d'avoir des supérieurs qui nous font confiance. Côté spectaculaire, peut-être, je parlerai plus, par exemple, des tournois de chevalerie, où oui, c'est beau, c'est propre, mais on ne sait pas si voilà, le cheval est habillé comme ça. C'est un peu l'idée de Xena la guerrière, en fait. C'est à partir de quel moment on voit qu'il y a une rigueur scientifique, une vraie recherche derrière et que c'est du spectacle en tant que tel. Ce sont 2 choses complètement séparées. Il y a les intermittents du spectacle, les personnes qui font de l'évocation pour se faire plaisir. Voilà, et c'est tout à leur honneur aussi parce que c'est vraiment un loisir là. Voilà. Oui, alors on fait attention par exemple aussi au château à vraiment correspondre à l'histoire du site. Par exemple, on ne fait pas de thématique viking, voilà, comme on a pu parfois entendre des visiteurs en balade en disant « Oh, regarde, les vikings, ils sont arrivés à Carcassonne par le canal du Midi ». Voilà, je vous laisserai regarder la temporalité de tout ça. Mais voilà, en fait, déjà, en se basant sur des choses concrètes du monument, on arrive à sortir du spectaculaire. Après, il y a des choses, des médiations plus, scénarisées. Crève-cœur en eau, j'en ai un excellent exemple, vous pouvez aller voir, où c'est un scénario qui se déroule sur 3-4 jours et le visiteur devient spectateur, mais aussi acteur d'un scénario sur 3-4 jours où il voit les personnes vraiment
dans leur quotidien, où les gens, les reconstituteurs, pendant 3 jours, ils vivent à la manière, je ne sais plus, je crois que c'est 14e ou début 15e siècle, Crève-Cœur en Auge. Enfin, moi, dans mon idéal, il faudrait faire un Crève-Cœur en Auge à Carcassonne au XIIIe siècle. Voilà. On a des projets comme ça avec des troupes du Luxembourg, d'Allemagne, parce qu'on ne fait pas forcément dans le local. On va chercher très loin aussi pour avoir cette rigueur scientifique. Voilà. Il y a des hésitations. Une toute dernière question? Non, c'est bon. Je vais juste me permettre une remarque. C'est que sous-jacent souvent au discours, on a tendance à opposer en fait le fait de se cultiver, d'acquérir des connaissances et de se divertir. Et on voit qu'au contraire, si on se cultive en se divertissant, ça fonctionne d'autant mieux. L'édutissement, le mix de l'éducation et du divertissement. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation, aux présentatrices. Et juste pour finir, si ça vous intéresse ce sujet-là, il y a l'excellente thèse de Martin Bostal. Voilà. Qui a travaillé sur un casque viking d'ailleurs. Oui, voilà. Qui a trouvé à Carcassonne, certainement. J'ai bien suivi. Hein. Voilà, mais il a fait une super thèse sur les relations que sur le reconstituteur en tant que médiateur pour la période médiévale. Voilà, donc si vous intéresse, elle est disponible sur Internet en libre accès. N'hésitez pas à aller la voir. Merci beaucoup. Alors.